bienvenue, nous sommes à Gambetta en plein cœur de Paris, pas loin du cimetière Le Père Lachaise où Manu Dibango a été enterré, l'icône de la musique camerounaise. Dans un instant, nous serons en compagnie d'un pianiste, chanteur, entrepreneur culturel et musical qui est l'auteur d'un superbe album Longue Lampe sorti il n'y a pas longtemps. Il est installé en France depuis 2007, son nom Daido Mbimbe. Il se raconte face à ECN. A tout de suite. Durant ces années, dans le brouillard, j'étais plongé tout au fond dans ce panier à crabes. Mais aujourd'hui, j'ai compris, Itaba, c'est fini. Get off my way. Daido Mbimbe, merci à vous de nous accueillir. Nous sommes à Gambetta, en plein cœur de Paris, dans un studio à la fois apaisant et inspirant. Pourquoi le choix de ce site pour cette émission? Le choix de ce site, parce que c'est mon espace de travail, avec mon collaborateur Samuel Dixon, avec qui je partage ces locaux. C'est là où nous faisons nos activités en journée. Pour la musique. Alors quand vous parlez d'activité musicale, si vous jouez de la musique, vous enseignez de la musique dans cet espace, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ici, nous donnons les cours de musique, nous soutenons les associations de jeunes qui veulent devenir artistes professionnels, nous les accompagnons à l'aide de la mairie de Paris. Aussi, c'est aussi nos bureaux, c'est avec ça que nous produisons les albums, par exemple Longue Lampe, d'autres musiciens aussi. Alors on dit de vous, Daido Mbimbe, que vous êtes musicien respectueux, passionné, professionnel, mais vous avez toujours gardé l'oreille ouverte au conseil des aînés. C'est quand même très élogieux pour le jeune artiste que vous êtes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Oui, je suis quelqu'un de respectueux, mais aussi, bon, il m'arrive d'être belliqueux. Quand je suis face à des injustices aussi, face à ces aînés même qui m'encensent aussi. Vous n'hésitez pas à pousser des coups de gueule aussi C'est important pour la société. Il faut, pour la paix sociale, il faut la vérité. Et il faudrait que nous soyons humbles. Si un aîné t'a offensé et vice versa, il faut qu'on se parle. Sinon, ça fait hypocrite. Vous avez vu le jour à Douala au Cameroun. Vous êtes natif du quartier Daido. Quand on parle de Daido, la résonance est très forte chez vous parce qu'en plus vous portez le nom de ce quartier qui est votre village. Déjà, merci d'être né à Daido. C'est une autre responsabilité d'avoir ce prénom parce que j'ai la malchance et la chance de ne pas avoir un prénom occidental comme Eric, Hilaire, Emmanuel, etc. Donc je suis fier d'être né dans ce village devenu une grande métropole de la musique camerounaise, la base. Donc en réalité, Daido Mbimbe, c'est votre nom tel que les parents ont donné. Oui, moi c'est Daido 1. Tout mon nom sur la naissance, c'est El Mbimbe Koko Daido 1. Donc, comme c'est long, j'ai fait le diminutif en nom d'artiste, j'ai mis Daido Mbimbe pour que ça soit plus facile. Alors, vous avez des souvenirs de votre enfance à Douala? Vous étiez quel type d'enfant, Daido Mbimbe? Très agité, un peu dans son coin J'étais l'enfant j'étais entre les deux. J'étais calme, mais pas timide. J'étais un enfant entre les deux, j'étais respectueux. Tout gamin, voilà, on a les deux côtés. Non, après, ça dépend de l'éducation aussi. Moi, je suis né à l'éducation au fouet, au bâton. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Voilà. C'est un peu ça, dans ça que je suis né. Donc, je peux pas juger quel enfant que j'étais. Mais je ne faisais pas des grosses bêtises. Lorsqu'on parle de Daido, Daido c'est un vivier de talent. Daido a produit de nombreuses stars de la musique camerounaise et même africaine. À Daido, on mange musique le matin, on mange musique à midi, on mange musique le soir. Vous avez baigné dans cet environnement musical. Vous avez été influencé par quel artiste étant tout petit? Déjà, Daido, ils sont tellement nombreux.
Mon voisin le plus proche, c'était Sami Njonji, mon cousin qui faisait de la guitare. C'est lui qui faisait les maquettes des Douleurs. Douleurs qui était aussi à côté de la maison. Yumamio. Un peu plus loin, il y a la famille Deka. À côté, il y a Papa Zoé. De l'autre côté de la rue Coton, il y a Jean-Claude Bimbe, Guy Lobet. Plus loin, Organe Ekwala, etc. Il y avait Kotobas en bas. Donc, vous pouvez... Complètement entouré par des musiciens. Oui, c'était ça. Et d'où certains parents avaient peur que ça bascule parce que ils se disaient que ces aînés, pour la plupart, n'étaient pas bien vus parce que, vous savez, comme tout Africain, il y a le foot et la musique. C'était les métiers des enfants qui ont raté. Malheureusement, il y avait beaucoup de préjugés. Oui, il y avait beaucoup ça. Donc, ça fait que les parents avaient peur. Donc, c'est un peu ça. C'était... c'est une richesse que nous avions quand nous étions petits. On voyait tous ces aînés venir. Il y a ceux qui venaient de l'Europe et tout. Ils venaient chez mon cousin en face, Sami Njonji, et mon grand frère aussi, qui était déjà un peu dans le milieu. Il chantait déjà Ayo, Ate, Ayo, Ewo, et des trucs comme ça. Oui, c'est mon grand frère et son groupe, c'est les propulseurs, ceux qui ont mis ce mouvement à Deido. Donc, mais nos parents avaient peur, en fait. Donc, c'était bon et mauvais. Et votre mère, particulièrement, elle ne vous a pas soutenu sur ce chemin-là, elle était complètement opposée à l'idée de vous voir faire la musique. Non, mais du tout. C'est pas possible que son enfant, l'enfant de Mbimbe et Lazare, fasse la musique. C'était des gens qui ont raté leur vie, c'était un raccourci, les gens qui n'aimaient pas l'école. Alors ça, c'était ça aussi. Donc il y a tout ça. Et ça, c'est Deido en fait. C'est cette richesse, ce mauvais côté et bon côté. Alors à 13 ans, vous allez commencer à suivre votre grand frère Challenge Hebdo. Père son âme. Voilà, Père son âme, qui nous a quittés, je crois, en 2000. Ouais, c'est le premier mort de Covid. Ouais. C'est ça. Ouais, donc, Challenge Hebdo, qui lui est déjà dans le groupe d'Abélé. D'Abélé, oui. D'Abélé. Le Ndongo Show. Le célèbre Ndongo Show de Douala. Parlez-nous un peu de ce moment de votre vie. Alors, à l'âge de 13 ans, bien évidemment, mon grand frère Challenge Hebdo, avec sa bande d'amis, Tchale, il jouait les tambours, il supportait l'équipe de foot de Léopard sportif de Douala. Banabanjo. Ouais. Et aussi, et comme il faisait beaucoup de tabac à Douala, ils ont été repérés par l'équipe nationale de foot via, je crois, un ministre ou délégué, je sais pas trop. Bref, ils se retrouvent à être les mascottes des Lions Indomptables. Et à les accompagner. À les accompagner partout. Beaucoup d'animations autour des Lions Indomptables. Alors, j'ai commencé à voir un grand frère qui n'était pas raté parce que ça rapportait des fruits. Ce que maman disait mauvais, mais lui, il faisait bien et il était respectueux. Il était bien. Il faisait de mal à personne. Et c'est via lui, comme ça, il nous traînait souvent avec les autres copains du quartier, on l'accompagnait souvent, taper la Bélé, et on faisait des petits remplacements, parce que comme... Alors quand on dit à Bélé, pour ceux qui nous regardent en ce moment, c'est une sorte d'animation très populaire, très folklorique, très patrimoniale aussi, dans la culture sawa. Oui, c'est une danse traditionnelle. Tout à fait, la Bélé. Mais ça se joue avec les tambours, il n'y a pas de guitare. On accompagne les nouveaux mariés. Voilà, à la base... Je ne sais pas si vous avez souvent vu les mariages sawa avec une grosse bassine. On met les têtes, on met l'oreiller, les draps, où on va déposer la femme chez son mari. C'est ça. Et c'est justement le groupe Abélé qui accompagnait ça. Donc c'est dans ça que, comme il y avait 16 Abélés à la maison, les 7 tambours, mais c'est avec ça que j'ai commencé à m'exercer. Et votre grand frère, il était très très protecteur. Beaucoup. Vous avez beaucoup regretté sa disparition. Ça reste un moment très fort dans votre vie, le départ de Challenge Hebdo, votre grand frère. Oui, parce que nous, autant pour moi, c'est notre grand frère, nous tous, on n'a pas pu l'enterrer parce que c'était pendant le Covid, personne ne pouvait voyager. Il est mort à 6 h, il est enterré à 8 h du matin. On a vu que des images dans les réseaux sociaux avec tout l'engouement autour.
Beaucoup de tristesse. C'était difficile. Alors, quand il décède, vous décidez d'intégrer le Ndongo Show Junior, parce qu'il faut dire que la relève aussi était assurée. C'est-à-dire que les aînés, Challenge Hebdo, mais les plus jeunes aussi, qui prenaient du plaisir à voir les grands frères, qui voulaient imiter les grands frères dans la Bélé. Il y a quand même des noms qui vont retenir mon attention. Hervé Ngebo, qu'on connaît aujourd'hui, le grand musicien. Aoussa Drums. Il y avait Babi Bass. Et Babi Bass aussi. Voilà. Oui, c'est... Comment ça se passe dans le Ndongo Show Junior? Ben, le Ndongo Show, c'est quoi? Quand les aînés, donc nos grands frères, quand ils avaient un marché de mariage, un exemple à Bafoussam, comme ils sont pas dans la ville, nous, on partait combler le vide, quoi. Donc, et ça rapportait quand même un peu d'argent. Oh, ils ne payaient pas tant que ça. Donc, ils étaient contents. Hein. Voilà, ils nous donnaient chacun 1000 francs. Bon, ils encaissaient un peu plus. C'était les aînés. Mais nous étions les remplaçants, en fait, quoi. Nous étions comme des binômes, en fait. C'est comme ça que, avec le groupe d'amis, justement, l'envie de faire la musique maintenant moderne au-delà de la Bélé est venue, et chacun de son côté a décidé de faire un instrument. Et avec ça, on avait fabriqué une batterie, en fait, quoi. Avec Aoussa, le batteur, on avait fabriqué une batterie avec des bois de concert. Aoussa, qui est le petit frère d'Odingeya. Oui. Lui aussi, son neveu. Oui, voilà, son neveu. C'est la même famille qui lui aussi est batteur. Oui. C'est ça. Excellent. C'est l'un des meilleurs batteurs qu'on ait au Cameroun. Donc vous êtes passé par la batterie. La batterie, oui, justement, parce que la Bélé, c'est les tambours. Ouais. Qui dit tambour, taper, batterie, donc c'est comme ça et tout, parce que, où est-ce que j'allais m'offrir un piano à cette époque, ou une guitare? Ça coûtait. C'était un peu compliqué. Compliqué, et déjà, la guitare n'allait jamais entrer à la maison, donc les bois de conserve étaient là et tout. C'est comme ça qu'on a commencé à rôder, on chantait les musiques populaires avec notre grand frère qui nous coachait. Et c'est comme ça que l'envie de se faire lancer dans la musique, voilà. Lancer la musique. Voilà. Et on va également parler de c'était la grande effervescence à Daido et même au-delà. Et aujourd'hui encore, la Bélé garde sa place. Hein. Oui. Les jeunes qui sont sollicités lors des meetings politiques, lors des fêtes populaires, la Bélé reste la Bélé. Oui, la Bélé. Pourquoi? Parce que déjà, tous les artistes savoir en général qui sortait les musiques pendant ces périodes-là, nous sommes en 94, mettaient Ewo dans leurs chansons. Ça veut dire quoi, Ewo? Ewo, c'est un. Ewo, donc nous sommes un. Donc c'était l'hymne de guerre pour supporter le léopard de sportif de Douala. Ewo, et le public répond Ewo. Ndongo le piment, et Malaba et la Bibarbo. Donc c'est comme ça, tous les artistes. Par exemple, il y a ce que les Congolais font, Ndombole, Ndombola, Ndombolo. D'accord. Presque tous ont mis ça pendant une période. Et ils ont gardé ça. Parce qu'aujourd'hui, la musique aussi a baissé à cause de ça. Parce qu'il faut populariser quelque chose. Et c'est ça, c'était dans tout le Cameroun. Organe Kwala a fait Ewo, Bendeka, tout le monde a fait ça à un moment donné. Tout le monde a fait ça. C'est tout bénéf pour la musique camerounaise. Tout le monde a fait ça. Mais à Daido, c'était grave. Donc c'est là où est partie l'envie. Et ça nous faisait déjà rêver. Et malheureusement, sur le plan scolaire, ça ne va pas suivre parce que voilà, l'envie de faire la musique prend le dessus sur les études avec un baccalauréat qui on passe un peu à côté et tout, maman qui n'est pas contente. Oui, parce que la musique c'est un métier. Moi, je le dis, tout métier ça prend et ça prend un temps, une formation, un temps. Sauf si on est savant. De faire 1000 formations au même moment. Alors, entre première et la terminale, mais là, l'envie, elle est folle. Elle est vraiment folle. Parce qu'il faut apprendre en cachette. Il faut aller chez de grands frères Philippe Moinet, à Bonakwamwa, Petit le Gros qui est aux États-Unis. D'un côté, il fallait aller apprendre. Mais c'était un peu normal.
puisque je Vous n'avez pas pu rêvais... concilier les deux finalement. Oui, la vie d'élève et la vie de future vedette de la musique. Oui, c'était très compliqué. Et où ma bande d'amis, ils commençaient déjà, ils étaient déjà très avancés. À se démarquer. Oui. Et avec Gebo aujourd'hui, c'est oui, un nom que tout le monde connaît. Il faisait déjà de la guitare. Lui, il avait son mentor Jean Noël, père à son âme, qui était dans les 100 visas. C'est comme ça, à Oussa, il tapait déjà super bien. À un moment donné, après, je ne sais pas s'ils ont fait le choix de laisser les études, mais c'est pas facile. Et je ne voudrais pas que les jeunes qui veulent faire la musique, qu'on leur dise qu'ils n'aiment pas l'école, il faut qu'ils disent non. La musique aussi, on apprend ça d'une façon ou d'une autre, soit dans le tas, soit dans une école conventionnée. Et moi, je l'ai apprise comme ça, dans le tas où c'était compliqué à maman. Donc quand maman voyait un document de musique, elle le déchirait. Elle déchirait, elle mettait à la poubelle. Elle dit, je veux pas de voyous chez moi. Pour elle, musique rimée avec... oui. On a raté la vie. Quel destin elle voulait pour vous, Daido Mbimbe? Elle vous voyait enseignant, avocat, médecin? Oui, comme tout parent. C'était les mêmes métiers. Il fallait qu'on soit un peu comme papa ou maman. Il fallait qu'on fasse... Papa, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Papa était expert technique en automobile. Okay. Il travaillait avec des assurances. D'accord. Donc c'est quand même des cursus un peu longs. Je ne pense pas que avec la musique, je pouvais avoir un cursus pareil. Après, quand j'ai raté mon bac, c'était la catastrophe. Voilà. Restez avec nous, Daido Mbimbe est notre invité. On va marquer une pause musicale, on va le regarder sur scène. C'est un véritable régal en compagnie de ces musiciens et on se retrouve pour la suite de cet entretien. Daido Mbimbe est donc notre invité. Nous sommes dans ce magnifique studio à Gambetta. C'est en plein cœur de Paris. Alors Daido Mbimbe, tout à l'heure on a parlé un peu de la grande effervescence autour du ndongo show, des percussions, de la batterie. À quel moment le piano, parce qu'aujourd'hui vous êtes connu comme un grand pianiste, à quel moment le piano intervient dans votre vie? Alors le piano intervient parce que, comme je disais tout à l'heure, les études basculaient déjà un peu. Alors là, je m'inscris au cours du soir à Saint-Jean-Bosco, à Daido. Toujours dans votre village, hein? Toujours. Vous n'êtes pas sorti de Daido, hein? Le meilleur village du monde, le meilleur village. À Daido, je m'inscris en cours du soir en classe de terminale, parce que je pouvais plus aller à l'école en journée. Comme je dis, c'était pas évident. Alors, il s'avère, dans la zone, il y avait un cabaret qui s'appelait à l'époque la Belle Époque. À côté de, pour ceux qui connaissent Douala, à côté de Pharmacie La Rive, où on vend le poisson braisé et tout. Donc du coup, il y avait la chanteuse Nadia Wande qui avait un cabaret. Tout à fait. Avec sa maman, Tata Kokossi. Elle faisait du poisson braisé. Donc, après mes cours du soir, avec mes camarades, on va manger du poisson, justement, sur cette rue. Et on arrive manger chez Tata Kokossi, qui faisait le poisson. C'est là où il y a le cabaret de Nadia Wande. C'est là où tout part. C'est là où tout part. Et il y avait un orchestre. Et il y avait justement Petit Doro, le pianiste. Il y avait Martelly, le clavier aussi. C'était déjà des requins. C'est comme ça que je viens auprès du grand frère. Je suis intéressé par cet instrument. Oui, je joue déjà un peu et tout et tout. Donc c'est comme ça que tous les soirs, je commence à venir,
Après les cours du soir, je venais me familiariser un peu avec le monde professionnel, même si je plaquais déjà quelques accords. C'est comme ça que je commence à apprendre des petites chansons. Je commence déjà à faire des petits remplacements de gauche à droite dans la ville. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, oui, il y a un jeune là qui arrive en puissance. Il y a aussi le rôle qu'a joué Philippe Mwangué dans l'initiation, non? Oui. Bon, Philippe Mwangué, c'était un peu plus avant, parce que comme c'était un ami de la famille. D'accord. C'était un ami de la famille, dont lui m'a juste appris de manière académique. C'est lui qui m'a appris à lire la musique, à écrire la musique de manière universelle. Mais c'est Petit le Gros qui a impacté ma vie professionnelle. C'est lui qui m'a appris à jouer les chansons pour que je puisse quand même tenir 30 minutes de remplacement, 1 heure par-ci à École de Bonanjoro où il jouait avec les Longuet, les Charrois du Panda, etc. Donc avec Petit le Gros, je pouvais déjà aisément remplacer. Il m'apprenait à faire des grilles de chansons. On fait comme ça, on écrit une chanson. Une chanson, c'est l'introduction, le corps, le couplet. C'est lui qui m'a appris tout ça. Je lui dis merci pour cet apprentissage. De la batterie au piano, ça n'a pas été difficile avec Petit les Gros à vos côtés, l'apprentissage a plutôt été facile? C'était pas facile en même temps aussi, parce que comme je dis encore, puisqu'il fallait que les exercices qu'ils me donnent, que j'aille les reproduire à la maison. Mais on pouvait, c'est pas chez maman. Ouais, parce que maman était opposée de vous faire la musique. Oui, il fallait faire ça à des heures tardives, il fallait se cacher chez la grand-mère ma grand-mère qui habitait derrière, c'est là-bas qu'il fallait faire ça, parce qu'il fallait pas m'envoyer et tout. Donc c'était très compliqué en fait. Mais après, tout est rentré en ordre à la maison. Tout est rentré. On a commencé à accepter petit à petit votre choix. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez commencé à gagner en notoriété. Vous avez été présent sur des concerts scolaires, des cabarets aussi. Vous avez fait beaucoup de cabarets à Douala? Si, j'ai beaucoup joué. Moi, après tout ça, j'ai été directeur artistique des complexes Belavie. C'est moi qui instaure les pianos bar à Belavie à Bonanjo. Ndokoti, j'étais directeur artistique partout, 4e protocole à quoi, c'était moi le directeur artistique. C'est comme ça que je commence à faire les animations, j'anime les meetings, j'avais déjà ma petite structure, parce que moi j'aime l'entrepreneuriat. J'achète mon matériel. Avec les Madame Foni, Monsieur Ngara Isaac, Idéa Dallas, ils commencent à me confier, comme c'était des députés, des maires, ils me confiaient déjà des budgets de gérer des plateaux. Wow. Oui, c'est comme ça. J'avais déjà une forte notoriété dans la ville. C'est-à-dire que vous saviez exactement à ce moment ce que vous vouliez faire. Faire la musique, mais faire avec la casquette d'entrepreneur. Oui, non, mais c'est important. C'est important parce que moi, j'ai une vision. Être seulement musicien, pour moi, en fait, c'est mon point de vue. Et moi, si j'avais un style de vie. Même si, preuve, nous sommes dans ces studios. Musicien seulement. Jouer dans un mariage, jouer au cabaret seulement. Il faut des fiches de paie derrière. Il faut apprendre un local comme ça, là. Donc, moi, c'est depuis le Cameroun. Il faut être entrepreneur. Il faut monter une association. Il faut monter une entreprise. C'est pas le piano qui va te le faire faire. D'où, justement, j'ai appris au pays à faire tout ça et c'était ce que j'avais de plus que les autres de ma génération parce que moi j'entreprenais beaucoup. Je ne suis pas que resté sur le piano. Vous avez cité les noms tout à l'heure, Françoise Foning, paix à son âme, Monsieur Garde aussi, qui arrivait à vous faire confiance. C'est des hommes politiques, des femmes politiques qui ont marqué l'histoire du Cameroun, de l'honorable Tobo Youm qui est sénateur. Voilà, c'est là qu'arrivé à vous faire confiance comme ça pour gérer l'aspect musical un peu de. Ça reste un bon souvenir pour vous? Oui. Et je me plaignais pas. Je gagnais un peu quand même. Je gagnais un peu. Je me plaignais pas. C'est extraordinaire hein, de voir quand même ces hommes et femmes politiques s'attacher les services d'un jeune musicien. Que politique, musique aussi, des fois, ça rime ensemble ou alors... Oui, mais puisque un politicien a besoin de divertissement. Il ne peut pas se passer du divertissement parce que le divertissement anime les foules. Après un dîner de gala, on a besoin de prendre un verre. Après un meeting. Et même pendant le meeting aussi pour haranguer les foules. Oui. C'était comme ça que ça se passait, cabaret. Est-ce que ça ne vous a pas, à un certain moment, donné envie de prendre la carte du parti, d'intégrer un parti politique pour être vraiment en phase totalement avec ceux qui vous donnaient la possibilité de pouvoir vous exprimer?
Ben, vous savez, les politiciens, ils aiment tenir les gens, ils aiment bien ça. C'est-à-dire, indirectement, ils vous disent, ben, écoutez, pour avoir plus de marché, ben, habillez-vous en tenue du parti. Ben oui, non, mais c'est pas méchant, c'est de bonne guerre, c'est logique comme partout dans le monde, en France, partout, en Allemagne, c'est comme ça. Il faut quand même les gens du clan. C'est ça qui solidifie un parti politique. À 21 ans, vous avez eu la chance de décrocher un superbe contrat professionnel. C'est au Hilton Hotel de Yaoundé. Vous partez de Douala pour Yaoundé, la capitale. Vous qui n'êtes presque pas sorti de Daido, ça vous fait peur un peu de partir de Daido pour Yaoundé. En plus, le Hilton qui est quand même un hôtel prestigieux. Oui, j'étais quand même parce que au Hilton quand même, on avait quand même, on était en train de, je sais pas si ça a changé. On a 4 ministères autour. C'est ça. Donc j'étais dans un environnement de personnalités du pays, du Cameroun et d'Afrique même, parce que j'ai vu des personnalités et ce contrat m'a appris le monde, m'a appris il faut être humble. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des personnalités qui en fait, je voyais des gens qu'on voyait à la télé. Mais moi, j'étais à côté d'eux, ils me donnaient des billets et tout. Ils m'appréciaient en train de faire ma musique. Et c'était que magnifique. Et tout ça, ça m'a encore forgé dans l'entrepreneuriat parce que c'est important. Parce qu'il faut ressembler quand même à la clientèle qui est assise. Étant donné que la musique, voilà, en tant que musicien, c'est mal pris. Il faut des choses autour. Parce que le musicien doit quand même savoir écrire aussi, c'est important, rédiger un contrat. Donc c'était tout ça qui m'animait pendant ma jeunesse. Et après ce contrat, ben, je me suis offert un piano. Enfin, le piano, un synthé. Bon, pas un piano, un synthé, voilà, un professionnel, quoi. C'est comme ça que je rentre à Douala, j'offre des cadeaux à maman et tout, je lui achète une chaîne. C'est là où maman a vraiment accepté. Elle dit waouh, ça va. Elle a accepté la musique. Elle vous a donné sa bénédiction. Oui. Toute la famille, les tontons et tatas, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus d'assises familiales où on voulait me taper dessus à chaque fois. Non, c'était fini. D'accord. Donc là, c'était le choix qui était validé par tous les membres de la famille et par maman à l'occurrence et tout ça. Oui, j'étais déjà, oui. Et entre-temps, on me recrute à Camtel, la société de téléphonie du Cameroun. Du Cameroun Camtel. Là, nous sommes en 2005. Ouais, 2005. C'est nous qui lançons Cityphone. D'accord. Cityphone, on lance un concours national pour les commerciaux. Et je gagne ce concours. Nous étions 10 dans tout le littoral. Donc moi, j'étais représentant de l'agence de Bipanda. Donc vous avez travaillé pour Camtel, hein? Oui, en parallèle, oui, je travaillais. Moi, j'étais au siège, je crois, c'était à Bipanda, c'est là-bas. Et Cityphone, il y avait une marque de téléphone tout à fait, au tout début, quand Camtel lançait. Oui, c'est nous qui avons implanté ça. Les gens ne savent pas ce côté. Donc pour dire, je suis musicien, mais j'aime toujours faire les choses à côté. Et ça me permet aussi de maintenir un certain style de vie. Et c'est quoi votre style de vie, justement? Ben, j'aime un peu le luxe aussi. D'accord. J'aime les belles voitures. D'accord. Une vie de famille. Oui, belle famille. Vie de famille, j'aime quand mes enfants sont propres. J'aime quand ils s'habillent, mettent les habits. Quand vous êtes bien habillé. Merci, vous autant. Merci. C'est important pour un artiste aussi, ou alors c'est parce que pour certains c'est un peu accessoire. Pour vous, c'est vraiment les points sur lesquels il faut insister quand on est artiste musicien. Ben, moi, je pense que c'est important. Peut-être un bon savoir que vous êtes aussi. Ben, je suis savoir. Après, j'aime aussi, moi, j'aime me sentir bon. J'aime aller, comme bientôt il y aura les soldes, là, je vais aller m'offrir au moins 2 parfums. Un artiste doit sentir bon. Un artiste doit être agréable à voir aussi. C'est aussi un plus. Parce que tout n'est pas dans le talent. Il y a des choses autour d'un artiste qui donnent envie qu'on invite cet artiste jouer à mon mariage, jouer à ma soirée privée. C'est important. Il faut toujours penser à la plus-value. Oui, c'est autour, c'est important, Voilà, c'est un marketing aussi personnel. Oui, et je me dis, c'est ce qui a fait un peu ma force. Du coup, vous considérez aujourd'hui comme une marque, en fait, autour de laquelle il faut vraiment travailler pour mieux se présenter au public. Mais je souhaite...
si j'ai les moyens d'en faire plus, je ferai encore plus. Parce que l'art c'est ça aussi. L'art, c'est quelque chose de beau. L'art doit donner envie. Quand on voit un artiste, il faut qu'on dise waouh, c'est important. On doit rêver. Oui, c'est ça. On doit rêver. On doit susciter l'espoir. Oui, l'espoir. Parce que voir un artiste super talentueux, misérable, avec un vieux t-shirt, une vieille chemise, ben, ça ne donne pas envie. À un moment, on se passe de son talent. On va dire non mais ça j'en veux pas ma soirée, on veut quelque chose d'agréable. Même si on a le talent, on veut quelque chose en plus. Oui, c'est pour ça que je me donne les moyens de me battre, de gagner ma vie, ben, de m'offrir aussi ce que je mérite à mon âge. Voilà, avec toutes ces années d'expérience, je dois me présenter d'une meilleure façon. On va repartir sur scène, retrouver Daido Mbimbe et ses musiciens. On se retrouve juste après. Kasi salama songa amuna mbimbe wo ikon itaba na misombalende babo lisensipe kasi salama songa un de repos que des souffrances. Quel plaisir de regarder ces musiciens performer sur scène avec bien sûr comme leader Daido Mbimbe qui est toujours avec nous. Daido, qu'est-ce que ça vous fait de vous regarder vous-même sur scène quand vous regardez des vidéos comme celle qu'on vient de passer, vous en compagnie de vos musiciens, qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites ah, je fais du bon travail? Bah, déjà, je suis fier de ça. Du bon travail, bon, c'est pas à moi de juger, c'est au public d'apprécier. Déjà, j'avais de ma vie, j'ai jamais pensé faire un album en fait. Il faudrait que le public le sache. Moi, j'ai toujours voulu être au service des autres en tant que musicien. Mais quand on a des talents, on a plusieurs talents et on s'en sert pas, on donne aux autres et à un moment donné de la vie, on se rend compte que ben, il faut penser à soi aussi parce que moi j'ai plus passé le temps à sublimer les autres musicalement, j'ai plus passé ma vie à écrire, à donner des coups de main aux chanteurs parce que moi je suis à la base musicien, moi je suis pas chanteur. Et je ne suis pas venu en concurrence auprès des chanteurs, je suis venu en tant que musicien, mais aussi celui qui a un mot à dire en fait. On parlera plus en détail de l'album Longuelam tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Alors il y a Douala, Daido, votre ville de naissance, après vous allez à Yaoundé, vous revenez à Douala, et puis après vous envolez pour la France, à Paris. Alors, il se passe quelque chose en 2007, une belle rencontre qui va vous convaincre finalement à partir du Cameroun pour la France. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Daido Mbimbe? Pourquoi le choix de la France? Comment vous arrivez en France d'ailleurs? Ben, je vis en France. Par le désert, par la route Non, je suis arrivé en avion, 6 heures de vol. Comme je disais, moi je suis un rêveur. Je voulais pas venir rester en, je voulais pas venir en aventure en fait quoi. Alors la décision c'était quoi? Il fallait que je vienne étudier en fait. Donc moi je viens en Europe avec un visa long séjour pour étudier. Étant donné que je suis musicien et malgré mais je me rappelle qu'un jour, ma maman me dit, mais en fait, toi tu aimes la musique, mais tu sais que Manu Bango a fait l'école, et que Roosevelt a fait l'université, tel. Elle me parlait aussi de Govinal et Somba. Elle dit, tu sais, c'est un assureur. Donc, elle me lançait les petits mots quand même. Elle avait accepté déjà la musique. incompatible avec votre métier. Oui, elle me lançait quand même que oui, tu t'affirmes déjà
elle me lançait toujours ces petits mots. Tel est petits ceci. challenges, des petits défis, et tel est relever ceci, tout ça. tel fait ça malgré la musique et tout et tout. Un musicien doit être instruit, un musicien doit faire ci. Donc c'est comme ça. En France, j'arrive en France et je travaille, je fais des petits boulots quand j'arrive, comme tout arriviste. Non, pas arriviste autant pour moi. Comme nouveau venu en fait. ça. Quoi. Ouais. Comme nouveau venu. Mais je fais des petits boulots. C'est comme ça que je travaille dans un magasin. À l'époque, ça s'appelait Champion. C'est devenu... c'est Carrefour qui a racheté ça sans publicité, bien sûr. C'est Carrefour qui a racheté ces magasins et tout. Je travaillais au rayon fruits et légumes. En travaillant, je travaillais de 6h à 12h. Je travaillais dans ce magasin et tout, et tout, et tout. Et j'étais tout le temps dans la salle de pause avec les partitions. Je fredonnais toujours et tout. C'est là où le directeur du magasin me dit « Vous êtes musicien ?» Je dis « Oui ». Il dit « Ah, je comprends, tout le temps, ça s'entonne et tout, c'est comme ça. » Ce monsieur Rouffer, il m'adopte comme son fils, monsieur Rouffer. C'est comme ça, il y avait, en fait, à l'époque, il y avait un programme où, quand tu as des heures de travail, tu peux faire une formation en alternance, en fait. C'est comme ça qu'il me fait mon dossier, ça s'appelait Fonds Gessif. Voilà, il me fait un projet Fonds Gessif avec le pôle emploi. C'est comme ça que je m'inscris à l'université de Nanterre. Paris-Ouest Nanterre. Paris-Ouest Nanterre. Et vous allez étudier quoi à cette université? Gestion de projet artistique. Ce qui vous passionne, ça reste toujours dans votre domaine Oui. qui vous passionne. Oui, parce que la musique, il y a les musiciens, il y a les gens qui font jouer les musiciens. Donc moi je dis toujours, j'ai toujours refusé de rester, le musicien seulement. Les choses autour qui font la musique, qui organisent, parce que moi j'aime être leader. J'aime pas attendre des autres, j'aime organiser mes choses moi-même. Et qu'est-ce que vous avez appris justement de cette formation à l'université Paris-Ouest Nanterre? Mais par exemple, je sors avec une licence de gestion. Une belle revanche sur la vie. J'imagine que maman, à ce moment-là, est plus qu'heureuse. Bon, elle ne vivait plus, parce qu'elle était déjà partie. Non, mais c'est comme ça, à tour de rôle, il y a mes petits frères, mes petites sœurs qui commencent à venir en Europe. Je suis dans la vie active, dans la diaspora camerounaise, où je suis très en vue, je suis très demandé. Très sollicité. Oui. On veut du Daïdom Bimbe partout, à toutes les manifestations, les spectacles, les mariages, les fêtes de la communauté, et même au-delà de la communauté camerounaise aussi, très sollicité. Mais partout, on a joué avec des Burkinabés, des Maliens, les Antillais, on a fait le bal de l'Afrique, on a fait beaucoup, on a fait les Zéniths. Vous avez accompagné beaucoup de grands noms de la musique africaine. Oui. De belles rencontres aussi, on peut en parler. Oui. Avec qui vous avez gardé de bons souvenirs. Il y a un artiste comme Tikenja que j'ai connu. Tikenja Fakoli. Oui, à l'époque au restaurant Le Coq Noir, parce qu'il avait son appartement à côté. Et moi, je jouais au restaurant Le Coq Noir. J'ai eu à faire des remplacements. J'ai eu à remplacer son pianiste des fois. J'ai joué avec lui. J'ai rencontré des producteurs comme Monsieur Armandin, à qui je dis merci. Grâce à lui, j'ai pu faire 2 zéniths. C'est l'un des Africains qui a fait les zéniths coup double avec près de 27 artistes sur scène. Et pour vous, ça reste des moments très très forts, des moments inoubliables dans votre carrière d'artiste. Mais en tant que musicien, jouer au zénith, c'est le zénith. C'est le top des tops. Ben oui, il faut être humble. Et entre-temps aussi, vous êtes artiste de studio, vous contribuez à la réalisation de beaucoup d'albums, on peut citer des noms aussi, parce que derrière beaucoup de succès, parfois on ne parle pas suffisamment de ces petites mains qui font tourner la machine. Vous avez accompagné qui en studio? Non, c'est à eux de me citer. D'accord. Je préfère. Vous préférez jouer la carte de... c'est à eux de me citer. Parce que normalement, les honnêtes, ils citent. Il y a les malhonnêtes qui ne citent pas. C'est à eux de citer. Mais vous avez offert des chansons aussi à beaucoup de chanteurs, chanteuses. Naturellement. J'ai plein d'amis, j'ai écrit des chansons. Mais c'est à eux de le dire. C'est pas mon rôle. Alors, la vie finalement en France vous sourit parce que vous avez un petit boulot à côté, mais sur le plan musical, vous êtes complètement épanoui. Mais j'ai dû démissionner même, parce que la musique me tirait.
Et là, pour la petite histoire, dans ce magasin, je tenais le cajot de tomates. J'avais un peu bu. Dans le petit matin, je viens faire mon rayon, comme j'étais responsable du fruit et légumes. Je tombe avec le cajot de tomates. Et tout le monde se moque de moi, tous mes collègues. Et je dis, mais ma place n'est plus ici, quoi. C'est comme ça que je dépose en démission. Tout le monde ne voulait pas. On dit, non, monsieur l'artiste, il faut rester. Mais je ne pouvais plus, parce que on ne pouvait pas suivre de dire, voilà. La vie de la nuit, Oui. et puis... Je jouais 6 jours sur 7. Ouais. Je jouais beaucoup, et j'ai gagné beaucoup d'argent. Je veux le dire, la musique rapporte si on est sérieux. J'ai gagné beaucoup d'argent et c'est comme ça que j'ai investi. J'ai acheté une grosse sono, un matériel de musique. Et oui, c'est là où je vais au Cameroun. Je forme les jeunes à Douala, à Yaoundé. Je fais pas mal d'événements. Je fais beaucoup de choses. Et vous décidez de monter le Deido Musical Café Tout à fait. avec votre petite sœur. Ouais, petite sœur. C'est aussi, Deido 4. c'est ça, c'était quelque chose de... Oui. C'était de Place to Be. Oui, c'était quelque chose de magnifique. Mais après, est-ce que Deido Musical méritait... C'était quoi le concept en fait derrière le Deido Musical Café ça? Deido Musical Café, c'était un club, comme on a les clubs de jazz à Paris. C'était pas un cabaret vraiment, c'était où les artistes se produisaient tous les week-ends. Et chaque mois, on invitait les artistes de renommée internationale. On a eu à produire Henri Dikongué, André-Marie Tala, etc. qui sont passés. Monsieur Justin Beauvain est passé. Voilà, c'était douleur aussi. Donc c'était l'endroit idéal pour l'Afrique. C'était mon rêve en fait. Parce que comme je le dis toujours, moi j'aime entreprendre. Parce que musicien seulement, on ne peut pas faire tout ça. Là, vous êtes devenu promoteur culturel, promoteur musical. Oui. Ben, je suis promoteur parce que moi j'ai appris ça à l'école. Parce que quand tu es gestionnaire, tu as eu une licence, donc tu es automatiquement promoteur parce que tu connais tous ces rouages. Mais maintenant, est-ce que j'étais dans le bon endroit? Je ne pense pas. Parce qu'un bon endroit, dans un bon environnement où on respecte ce genre de concept, on doit dire merci. Parce que c'était pas donné. Parce qu'on voyait facilement les artistes qu'on ne voyait pas tous les jours. Douleur, on voit pas. C'était en live. Oui, Parce que pour vous, le live, c'est sacré. C'est sacré. Le live pour vous, le musicien, c'est le live. Oui. Playback, non. Ça ne passe pas avec Deido. Pour moi, un artiste normal doit jouer en live. Un artiste normal. Ou c'est ça, ou c'est rien. Non, sauf si vous voulez que je joue le guignol. Un artiste doit se présenter sous l'angle de live. C'est là où c'est en live qu'on évalue un artiste. Et il se dit justement, vous parliez d'argent, vous avez gagné beaucoup d'argent, il se dit que pour avoir se payer vos services, il faut dépenser beaucoup d'argent. Vous avez placé la barre quand même à un certain niveau, Deido Bimbe. Vous êtes un musicien qui souhaite absolument que son métier soit respecté et qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. Parce qu'il faut débourser des milliers d'euros pour vous avoir pour une soirée. Non, pas jusque-là. Non, c'est même pas forcément l'apport financier que j'attends. J'attends un meilleur traitement, que mes horaires soient respectés, que si j'arrive pour un événement, si je veux un café, qu'on me donne ne serait-ce qu'un café. Les commodités, c'est la base. Parce que sans commodité, un artiste ne peut pas être plus honoré que ça. C'est la base en fait. Mais dans mes services, il y a des gens qui organisent des mariages, ils louent des châteaux à 45 000 euros. Ils sont incapables de payer ma facture. Donc, voilà, j'estime que la musique n'est pas une prestation d'arrière-plan ou la dernière qui agrémente juste. La prestation musicale a sa place dans un événement. Donc, si on veut un artiste comme... par exemple, si on souhaite un pidiste, comme on dit dans le jargon de communication, on veut un pidiste, voilà, il faut que le pidiste soit au même titre que le maître d'hôtel qui a fait les entrées ou le gâteau. Pour que tout le monde soit équilibré. Parce que quand les uns sont frustrés,
ben ça Ça fâche. déteint sur la qualité de l'événement. Mais beaucoup ratent Alors, leurs événements parce qu'il y a ce déséquilibre des fois. Quand on parle de Daido Mbimbe au niveau de la diaspora camerounaise, pas seulement en France et en Europe, ça a une forte résonance. Est-ce que vous avez le sentiment que cette diaspora-là vous a rendu tout ce que vous avez jusqu'à présent donné? On ne peut pas vous rendre forcément ce que vous avez donné, tout le monde à égalité. Mais je préfère dire à 50%, la diaspora m'a rendu. Aujourd'hui, ma notoriété avec mon album, ça a été bien accueilli. Vous êtes respecté Oui, oui, tout n'est pas mauvais. La diaspora a accueilli Daido avec sa nouvelle casquette aujourd'hui. Tout n'est pas Et mauvais. voilà, en parlant justement de ces soirées, parce que vous avez fait toutes les soirées, vous avez le profil nécessaire pour dire un mot. Avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces soirées qui sont organisées dans la diaspora camerounaise? Il y a tellement de concepts aujourd'hui, chacun y va de sa sensibilité. Vous avez très souvent été sollicité. En toute honnêteté, on dit de vous que vous êtes une grande gueule. Et des fois, sur les réseaux sociaux aussi, vous n'hésitez pas à écrire. Vraiment avec du recul, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces soirées-là? Oh là là. Ils ne s'attendaient pas à cette question. Ben, ce que je pense des soirées camerounaises, je me dis, il faudrait qu'à un moment donné, on arrête à un moment donné. Il faut une remise en question de nous tous. Je dis nous, parce que je suis camerounais. De nous tous, parce que c'est du n'importe quoi. Chaque métier a ses experts. Pour moi, une cacophonie. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui fait quoi. Tout le monde est tout. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où un vigile donne des leçons à son ancien patron. On ne peut pas construire un monde comme ça. Un meilleur monde, c'est où chacun reste à sa place. Il faudrait que chacun reste à sa place. Et qu'on cesse peut-être la guerre des promoteurs, des promotrices, parce qu'on se rend compte aussi que ça peut être très très violent, hein, surtout dans l'univers du showbiz parisien et même européen. Par contre, le bon côté, ça peut-être, vous ne m'attendez pas dessus, nous avons dans les soirées promotion culturelle, nous avons la diaspora qui met beaucoup d'argent dans l'événementiel. Mais je ne suis pas sûr qu'on gagne. Pourquoi? Parce que dans une société où chacun est dans son coin, dépense de l'argent, ça ne fait pas une force. Je me dis, si 5 promoteurs organisent une soirée par mois, on a 12 mois, le Cameroun aura la diaspora la plus forte dans l'événementiel en fait. Moi, c'est ce côté, on a cette force. Comme ça perdure là, je me dis, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens n'ont plus envie de sortir. Le combat aussi, c'est que le live ait sa place dans toutes ces soirées camerounaises. Mais écoutez, comment vous trouvez un artiste normal, il vient faire le playback à 4 h du matin, quand les gens sont bourrés? Déjà, des fois, ces gens, ils font semblant de chanter, les micros sont fermés, parce que tout le monde est bourré à 4 h du matin. Et ils gagnent des cachets mirobolants, hein, très très élevés. Mais déjà, excusez-moi, ils ne les méritent pas, déjà. Parce que pour moi, c'est de l'arnaque. Pourquoi prendre de l'argent si tu viens faire du playback avec un micro fermé? Les gens, il est 4 h du matin. Pour moi, il n'y a pas de plus-value. Si ce n'est que pour venir faire le clown à 4 h du matin avec un micro fermé, et pour faire la mendicité, prendre les billets, c'est pas ça de la musique. Vous n'allez jamais voir ça dans le milieu de coupé-décalé. Même dans les petits Nganda à Saint-Denis, vous n'allez pas voir ça. Les gars, ils jouent, vous voyez, le gars, il tape son djembé, le batteur joue, et ça tombe. Le gars, il est là, il fait le show de 20 h à 3 h du matin. Mais quel est cet événementiel qui commence tard à 3 h du matin, quand les gens ont quand même payé? Les gens payent quand même. On loue quand même des salles. Je connais un peu les prix de ces salles. C'est beaucoup d'argent dépensé pour un produit médiocre. Il faut repenser en toute humilité. On a le bon rapport, mais ils savent. Moi, je leur dis ce que je pense, dans le respect, même en privé, même en public. Je donne des conseils comme je peux. Parce que moi, au moins, je dis. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas, ils parlent derrière. Moi, je dis, quand j'apprécie un promoteur, je lui dis, écoute, madame, moi, je pense que, monsieur, je pense que, je donne toujours mon expertise. Déjà, ma porte ouverte, ils ont mon numéro. Beaucoup me consultent pour des expertises. Mais après, quand je donne mon expertise, après, sur le terrain, c'est pas mis en avant parce que les clans, ils font plaisir à leurs fans. On ne peut pas construire un monde comme ça. Restez avec nous, dans un instant, on va parler plus en détail de Longue et Lame. C'est le tout premier album de Daido Mbimbe.
artiste musicien très talentueux, entrepreneur culturel et musical. On se retrouve juste après cet autre extrait. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Alors, Daido Mbimbe, Longuelam, c'est le tout premier album de votre carrière, sorti des studios à Champigny-sur-Marne. Voilà. Alors, cet album, c'est vraiment le résumé de toute votre grande expérience, de vos rencontres. Parlez-nous un peu du chemin qui a abouti à la production de cet album. Alors, c'était un très beau travail, qui était très pénible aussi en même temps. C'était beau et pénible. Pourquoi? Parce que c'est la somme de mes expériences musicales et de vie en tant qu'être humain. Et cet album, je voulais l'enregistrer à l'ancienne, dans les grands studios. On a fait 4 grands studios parisiens. Il était enregistré avec des vrais instruments, avec des violons à l'ancienne. Et on a fait beaucoup de loupés. C'était très difficile parce que je voulais pas banaliser l'excellence que je prône musicalement. Donc c'est ce qui donne Longuelam. On a beaucoup travaillé nuit et jour. Un album de 10 titres. Oui, 10 titres. Oui. Et avec des hommages aussi que vous avez décidé de rendre aux anciens. Samson Shoga, Jean-Bicou Aladin, Echo Roosevelt aussi. Qui est mon père spirituel, qui est mon mentor. Pour vous, c'était important aussi de faire un clin d'œil à ces aînés-là. Leur dire merci. Merci. Pour le chemin. Pour le chemin. Voilà. Et puis c'est un album de partage parce que vous n'êtes pas seul sur ce projet. Vous avez ramené d'autres frères et sœurs musiciens, on peut en parler, qui vous accompagnent. Bien sûr, nous avons Guy Sanguet, Thierry Kédi, Arthur, Ruth Cotor, Eddie Berti, qui est mon ami, qui m'a écrit la chanson Dolango. La fiche technique est longue, Guy Totol, Caroline au violon, Théo Croix, Guy Bongrand, etc., etc. Ils sont nombreux. Et c'est quoi le message à travers Longuelam? Ça veut dire quoi Longuelam? Longuelam, ça veut dire ma vie en langue douala. D'accord. Là, c'est vraiment votre vie qui est résumée à travers cet album. Itaba, Le Destin, Mon Beau Village, Ituedi, Mama, Mpon, Dolango, Gonda, Djuke Bonene et Samson et Aladin. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous souhaitez Daido Mbimbe qu'on retienne de vous au finish? Je vous dis merci pour l'accueil de l'album Longuelam. Je vous conseille de l'acheter. Ne vous lassez pas d'écouter la musique camerounaise. Je parle pour l'intérêt général. La musique camerounaise, Obosso. Musique moi Cameroun, Obosso. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont à Daido, votre village? Mon beau village. Peut-être en Douala? En Douala. Nathan Zibignon Dita. Bonebela. Essimo Ebelo Obosso. Essimo Ebelo Obosso. Merci infiniment Daido Mbimbe de nous avoir accueillis dans ce studio à Gambetta. Nous sommes en plein cœur de Paris et bonne continuation. Hein. Merci monsieur Eric Christiania. Merci. Voilà, merci à vous mesdames, messieurs d'avoir regardé. C'était Daido Mbimbe, talentueux artiste, musicien, entrepreneur musical qui était face à ECN. Merci aux éditions Sopiprod pour la logistique et à très bientôt. Tinamba, banyo tinamba, batuma pemba.